Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 50e Over the Results. C'est un chiffre juste ouf. Je sais pas comment j'ai fait pour arriver jusque là, en tout cas c'était clairement pas le but à la base. Je voulais juste développer un petit peu des analyses comme le faisait Cora. Mais 50 c'est énorme. Pour l'occasion, donc j'avais reçu des DVD, je crois que les deux étaient de Mathieu, de la chaîne Anaconda Vice. Et il y avait celui-là, donc Armageddon 2002. Le problème, c'est qu'il est en anglais. Et au niveau de la zone géographique, je ne peux pas le voir et je n'ai pas le WWE Network, donc je n'ai pas pu visionner Armageddon 2002. Je sais que beaucoup de personnes attendaient une analyse, enfin pas forcément de ma part, mais je sais que ce pay-per-view là est bien aimé, notamment avec le Shawn Michaels contre Triple H dans un 2 out of 3 falls match. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir, donc je le mets de côté, je le garde dans ma collection, mais je ne vous ferai vraisemblablement jamais de vidéo analyse, peut-être pour la 100e si jamais j'ai le WWE Network, mais c'est en tout cas pas pour le moment, donc je l'ai mis de côté. Et j'ai dû décider quelle analyse j'allais vous faire. Et je voulais pas vous faire une analyse à partir de 2007 vu que c'est mon but. Donc ça me laissait soit SummerSlam 2006 que j'ai en DVD et que j'ai l'intention de vous faire pour mes 10 ans en tant que fan le 3 août 2016. Donc forcément c'était pas celui-là. Donc j'ai décidé de vous faire une analyse sur le Royal Rumble 2005. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, je crois que vous serez en fin mai 2016. Donc ça fait plus de 11 ans. Moi je tourne cette vidéo, on n'est même pas encore en 2016, on est fin décembre. Donc voilà, concernant le Royal Rumble 2005, donc je l'ai regardé, il dure un peu plus de 3 heures. C'est un très bon show, donc je me suis dit, allez, quitte à le faire, autant le faire pour la 50e. J'espère que ça atteindra pas, en tout cas pas, Armageddon 2002, mais j'espère que ça vous fait quand même plaisir de voir cette analyse de pay-per-view. Donc si je regarde là, c'est parce qu'il y a mes notes, vous le savez désormais. Donc il y avait 5 matchs seulement pour ce Royal Rumble, et c'est souvent pour ça que j'adore les Royal Rumble. Déjà il y a ma stipulation préférée qui est, enfin stipulation non, mais événement préféré qui est le Royal Rumble match, donc pour moi ça fait déjà beaucoup. Et au contraire d'un WrestleMania que j'aime beaucoup, mais un WrestleMania on va avoir beaucoup de matchs, et par exemple un Ken Khali de WrestleMania 23, vous l'avez vu, vous avez vu ma vidéo analyse au moment où cette vidéo sera uploadée. Vous savez que un Ken Khali, ça a sa place dans un WrestleMania, parce qu'on ne va pas que juger sur in-ring, mais sur le côté spectaculaire, vous voyez. Et Royal Rumble match, enfin Royal Rumble pay-per-view, on n'a pas le droit d'avoir ça, parce qu'on a déjà une grosse, on va dire un gros tiers qui est consacré au Royal Rumble match. Donc on a peu de matchs, donc forcément on se doit d'avoir un show de qualité. Et ce pay-per-view là reflète exactement ce que je pense d'un Royal Rumble match. Au contraire du 2015, par exemple le 2016 je ne l'ai pas encore analysé, c'est le troisième pour moi que j'analyse au moment où je fais cette vidéo. J'ai analysé le 2014 que j'ai trouvé très bon, malgré la victoire de Batista. Le 2015 qui était pour moi très en dessous, même s'il a quand même une bonne moyenne. Le 2016, forcément vous l'avez vu, moi pas encore. Et celui-là c'est 2005 que j'ai trouvé pour moi le meilleur entre le 2005, 2014 et 2015. En même temps, c'était pas la même époque, il y avait beaucoup plus d'impact dans les prises, le catch était beaucoup plus lent, mais avec beaucoup plus d'intensité. Donc c'est ça que je vais un peu vous transmettre au travers de cette analyse. Donc le premier match opposait Edge à Shawn Michaels, et je ne savais pas que ces deux avaient déjà une rivalité en ce temps-là, vu que j'ai suivi à peu près à partir de l'ADX contre les McMahon, puis après l'ADX contre la Rated RKO. Donc pour moi, DX contre Rated RKO c'était les jeunes contre les vieux, donc première opposition, finalement pas du tout. Edge bien sûr est un vétéran, enfin je veux dire il est là quand même depuis un bon moment, au contraire d'un Randy Orton qui était là que depuis 3 ans à ce moment-là. Donc oui, il y avait déjà une confrontation entre Edge et Shawn Michaels. J'ai mis c'était un match avec beaucoup d'impact et très bien ambiancé par le public. Le public était ouf à cette période-là comparé à maintenant où je le trouve totalement mort. À part dans des endroits comme Chicago où ça sait mettre l'ambiance. Ce show-là, donc je ne sais plus où c'était, tant pis pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça montre quand même que 2005 était une très bonne année, en tout cas une bonne période plutôt qu'une bonne année pour la WWE et pour le catch, je pense, en termes généraux. J'ai marqué que Edge domine la totalité du match, mais qu'on retiendra quand même la ténacité de Shawn Michaels qui arrivera à se relever quasiment de tout. Le match se termine avec un sharpshooter de Edge sur Michaels. Michaels en fait après au bout d'un moment il va casser la prise et va directement enchaîner sur un petit paquet qui va être contré par Edge par un petit paquet également, et il va se retenir à l'aide des cordes pour faire le compte de 3. Alors pour Edge forcément c'est bien parce que c'est l'opportuniste, il est là pour ça.
Pour Shawn Michaels, je trouve que ça le décrédibilise un petit peu de se faire avoir de cette façon-là. Je rappelle quand même que Shawn Michaels était présent, son premier WrestleMania, je crois que c'est WrestleMania 5. Là, on était en route pour WrestleMania 21, donc ça faisait quand même 16 ans qu'il était dans le business, quoi. Donc se faire avoir par un, entre guillemets, un genou de cette manière-là, j'apprécie pas trop. Donc le finish, j'ai pas beaucoup aimé. A noter que Edge a porté 2 spears à Shawn Michaels, dont un à l'extérieur, avant justement d'enchaîner sur le sharpshooter quelques minutes plus tard, très peu de temps plus tard. Et le défaut du match, mis à part le finish, ça restera quand même le rythme qui est lent mais constant, c'est-à-dire qu'on va pas avoir des pics et justement que ça va redescendre en flèche après. C'est assez lent mais ça reste constant, donc ça rend le match pas trop mauvais. C'est pour ça que j'ai mis la note de 7 sur 10. Le deuxième match opposait Undertaker à Heidenreich dans un casquette match. Je crois que c'est la première analyse que je vous fais en casquette match. Et la première analyse de pay-per-view où il y a Heidenreich, forcément en 2006, quand j'ai commencé à suivre, il n'était déjà plus là. Je l'ai connu avec les jeux vidéo, le premier SmackDown vs Raw. Et j'adorais ce mec. Je trouve c'est la gimmick du mec, qui est en plus associée à Snitsky, je vais en parler plus tard, juste dingue. J'adore, le mec n'a peur de personne, mais il a peur du cercueil, quoi. Limite, Undertaker, rien à foutre, quoi. C'est le cercueil qui lui fait peur. Enfin, j'y reviendrai un petit peu plus tard. J'ai mis que ce match était très lourd, qu'il y avait peu de rythme. Et c'est encore une fois le gros défaut du match, mais c'est encore un niveau au-dessus, quoi. Les prises sont lourdes, elles sont bien exécutées, mais il y a de la lourdeur dans les prises. Alors certes, ça donne beaucoup d'impact au match, mais il y a quelque chose pour moi qui cloche, et je n'ai pas vraiment apprécié ce côté-là du match. J'ai marqué qu'il était tout de même intéressant, et c'est là que je vais y revenir avec la gimmick de Heidenreich, et surtout les interventions de Snitsky, qui va intervenir en faveur d'Heidenreich, et Kane qui va être dans le cercueil pour aider son frère. Donc je sais pas ce qui s'est passé à WrestleMania 21 concernant ces hommes-là, vu que je n'ai pas suivi ce pay-per-view et que je ne l'ai jamais regardé. Ben forcément que non. Undertaker, je sais plus qui l'affrontait, est-ce que c'était Randy Orton à cette période-là? Il me semble que oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un show juste après, du style No Way Out en 2005, avec un tag team match entre ces deux équipes, Snitsky et Heidenreich d'un côté, et les Brothers of Destruction de l'autre côté? Je sais rien, je me suis pas encore renseigné sur Wikipédia, je sais pas si je le ferai, en tout cas si j'y pense je le ferai, mais si vous voulez me le mettre dans les commentaires, dites-moi s'il y a eu ce match-là à No Way Out, ou en tout cas dans le show qui suivait ce Royal Rumble 2005. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. J'ai parlé d'impact et d'intensité dans les prises. Le spot majeur, c'est quand même la descente de la cuisse, à peu près à la fin du match, de l'Undertaker sur le couvercle du cercueil. Vous voyez, en fait, on a le cercueil qui est ouvert, en fait, comme ça. Et en fait, l'Undertaker va faire une descente de la cuisse là. Du coup, le cercueil va se descendre. Mais le problème, c'est qu'ici, il y a la nuque de Heidenreich. Donc, vous imaginez l'impact de la prise quand même. C'était juste dingue. Et j'ai mis que le match se termine après un chokeslam et un tombstone de Taker, qui servira donc à mettre Heidenreich dans le cercueil une bonne fois pour toutes. Et à noter que Heidenreich a failli gagner le match à 2 reprises. Qu'une fois, c'est le bras, si je me souviens bien, qui bloquait la fermeture, donc qui bloquait le couvercle pour que le cercueil se ferme. Et la deuxième fois, c'est Undertaker qui lui fera donc la grippera au cou pour lui faire un chokeslam. Donc j'ai marqué que c'était un très bon match, pour dire que le match était lent. Vous voyez, il y a beaucoup mieux, mais j'ai bien apprécié, c'est pour ça que j'ai mis la note de 7 sur 10. Ensuite, le troisième match, JBL défendait son titre de la WWE contre Big Show et contre Kurt Angle dans un match triple menace. Alors j'ai mis quel match? J'adore les matchs triple menace, vous le savez, c'est mon type de match préféré. Type de match, hein, on va pas parler d'une spécificité comme le Royal Rumble match. Si on doit avoir une sorte de match simple, le match triple menace pour moi est le meilleur. Voilà, clairement, vous le savez maintenant. Par contre, j'ai une remarque à faire, je ne connaissais pas le catch à l'époque, je vous le rappelle, en 2005, j'ai suivi en août 2006. Et forcément, JBL était heel, Kurt Angle était juste hué comme un malade, donc je suppose qu'il était heel, et Big Show rien. Donc est-ce que Big Show était le seul face du match, ou est-ce que pour la première fois de ma vie, j'ai vu un match triple menace opposant 3 heels? Je ne peux pas vous dire, avec la physionomie du match, c'est très trompeur. Donc voilà, je vous pose une deuxième question. Est-ce qu'on avait 3 heels, ou est-ce qu'il y avait un face là au milieu? Est-ce que le Big Show était face? En gros, c'est ma question, parce que ça m'étonnerait que ce soit les deux autres, surtout JBL. Donc j'ai mis que le match était assez rythmé, avec des très bonnes interventions à la fin. Donc je ne vais pas non plus m'étendre sur le match en lui-même, c'est un match triple menace, c'est-à-dire que ça fuse un peu de tous les côtés. Surtout qu'on a un spot majeur avec Big Show qui va se faire assommer, enfin qui voulait porter un chokeslam, je crois. Je crois que c'est à JBL. JBL va contrer en fait le chokeslam. Et Kurt Angle va arriver avec la caméra, enfin vous savez les petits moniteurs, et lui asséner un coup de moniteur dans la tête du Big Show qui va finir par tomber et passer à travers la table des commentateurs
pour moi, c'est le spot du match. Et concernant la fin, on a eu beaucoup d'interventions. Donc on a celle de Mark Jindrak et Luther Reigns en faveur de Kurt Angle, qui allait perdre donc face à Big Show. Donc les deux sont intervenus en faveur de Kurt Angle. Et on a celle d'Orlando... Pardon, on a celle d'Orlando Jordan et les... c'est pas le fait de dire Jordan, ça me perturbe. Et les Basham Brothers, donc en faveur de JBL, qui vont donc le remettre sur le ring. Et vont permettre à JBL de porter une closest line from Hell. Et donc sur Kurt Angle et terminer le match en fait pendant justement que Jindrak et Luther Reigns s'occupaient du Big Show pour le mettre à terre en fait. Ils sont cons en fait parce que ils prennent, enfin quand j'ai jamais vu ça, c'est hyper original, mais on a deux interventions en même temps pour deux personnes. Vous voyez ce que je veux dire? En règle générale, des deux camps, on va intervenir pour que son allié puisse gagner le match. Et eux, pas du tout. Ils isolent le Big Show, qui est l'homme fort du match, pour permettre à une équipe en face, l'équipe de la deuxième intervention, de mettre Kurt Angle face, et seul face à JBL. Donc JBL, il manque plus que le finish et c'est terminé. C'est pas intelligent de la part de Jindrak et de Luther Reigns. Mais voilà, cette intervention est totalement inutile, tandis que l'autre est totalement utile. C'est ça que je trouve un petit peu bizarre, mais ça permet d'avoir un vent de fraîcheur. J'avais jamais vu deux interventions de deux clans différents en même temps. Voilà, pourquoi pas, j'ai mis que c'est un match original, que je trouve bon. Mais il est quand même trop court parce qu'il dure, je crois, seulement 12 minutes. C'est pour ça que je mettrai la note de 9 sur 10. Ensuite, quatrième match, Triple H défendait son titre poids lourd contre Randy Orton sans Batista et Ric Flair, donc qui était du côté de Triple H au temps de l'évolution. Donc j'ai dit que ce match était construit sur la durée, donc le match va démarrer lentement, il va se construire lentement et il va se finir normalement après 22 minutes. Vous voyez, c'est un match sans grand pic de rythme, on va se dire waouh, il y a une période finish et ça va de nouveau se calmer. Non, le match va se dérouler normalement sur 22 minutes, c'est un très bon match. Voilà, c'est un match où des fois on s'attend à plus, mais c'est un réel plaisir de le voir. J'ai vraiment adoré voir ce match-là. Je me dis que c'est un match très plaisant, même s'il n'est pas autant bien que le match triple menace d'avant. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est un match qui est très bien construit sur la durée. Et c'est ce qui manque clairement aujourd'hui. Si vous regardez les pay-per-view de fin 2015, ben on a rarement des pay-per-view qui dépassent les 15 minutes. Et c'est dommage. Un match comme ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de spot majeur, genre intervention, ou grosse prise, ou moment finish, on va dire. Mais c'est passable. Il en faut un, pour moi, à mon sens, un par pay-per-view. Et c'est pour ça que je dis, remettez le titre poids lourd. On peut avoir un match avec beaucoup de, comment on appelle ça, de controverses avec le titre de la WWE. Et par exemple, un match très bon in-ring comme celui-là pour le titre poids lourd. Et c'est ça qui manque à la WWE aujourd'hui. Je sais pas comment ce sera en mai-juin 2016. Mais en tout cas, en fin 2015, c'est comme ça. Le match se termine avec une commotion de Orton. Orton, au bout d'un moment, va totalement perdre la tête. Il ne saura plus vraiment où il est. Il ne saura plus où donner de la tête. Et finalement, au bout d'un moment, Triple H va foncer sur Orton. Et en fonçant sur Orton, Orton va rentrer dans l'arbitre qui va tomber KO. Triple H va sortir son sledgehammer. Finalement, Orton va contrer une prise à l'extérieur du ring. Il va pouvoir prendre le sledgehammer pour essayer de l'utiliser sur Triple H. Ça va pas suffire. Le mec est totalement ailleurs. Ça me rappelle clairement le Orton Michaels de Judgment Day 2007 au passage. Sauf que là, c'est Orton qui subit la commotion. C'est très intéressant, je trouve. Et finalement, Triple H, il va hésiter à utiliser l'arme parce que l'arbitre se relève. Il voit clairement qu'il n'en a pas besoin, donc il va jeter l'arme, faire un pedigree à Orton et terminer le match et conserver son titre poids lourd. Donc on se retrouve avec un Triple H qui est champion de la WWE et JBL qui est champion poids lourd et JBL qui est champion de la WWE. Très intéressant pour le vainqueur du Royal Rumble match qui va intervenir juste après. Donc avant d'en parler, je vais juste vous donner la note de ce match-là. J'ai mis 8,5 sur 10. Bien, on arrive au Royal Rumble match. Vous savez que je déteste faire une analyse de ce match là parce qu'il y a tellement à dire que je dois souvent condenser et que finalement je me perds totalement. Donc j'ai noté quelques points, il n'y aura aucun lien entre eux, mais voilà, je vous sors les phrases que j'ai mis pour ce match là. Donc j'ai mis que Chris Benoit et Eddie Guerrero débutent le match donc aux première et deuxième place et tiennent très longtemps. J'adore quand le premier et deuxième tiennent très longtemps, surtout que là on a Benoit et Guerrero qui étaient les deux vainqueurs de WrestleMania 20 moins d'un an avant. Donc Benoit était champion poids lourd et Eddie Guerrero était le champion de la WWE à la fin de WrestleMania 20. Et surtout, on a un Chris Benoit qui arrive en deuxième, alors que l'année précédente, donc en 2004, il avait remporté le match en entrant premier. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de le marquer. J'ai mis le match est pas mal basé sur le Raw versus SmackDown. C'est vrai que, c'est noté là. Je sais plus où c'est.
Voilà, 15 superstars de Raw et 15 superstars de SmackDown s'affrontent pour la gloire d'avoir un match de championnat WrestleMania 21. C'est-à-dire que durant tout le pay-per-view, on va avoir un peu une opposition entre Theodore Long, qui est General Manager de SmackDown, je crois, et le General Manager de Raw, qui était Eric Bischoff. Donc c'est très intéressant, surtout avec la fin, j'en parlerai plus tard. Donc on a un début de rivalité entre Shawn Michaels et Kurt Angle. Kurt Angle qui va voler la place de Nunzio, qui va se faire éliminer très rapidement par Shawn Michaels, qui va revenir éliminer Shawn Michaels plus tard dans le match. On aura, je crois, un match entre ces deux à WrestleMania 21. J'ai marqué grosse ovation pour Batista et surtout pour Cena avec son Rock Fools. Fuck Rules, Rock Fools. C'est très intéressant, je trouve. Et son ancien thème, les mecs, remettez-le en heel rappeur. J'adorais ce mec et son thème est magique. Concernant le final, c'était un final, le Final Four entre Mysterio, Edge, Cena et Batista. Je vous ai dit, j'ai suivi la WWE en 2006 avec les jeux principalement. Et pour moi, ces 4-là sont les 4 lutteurs emblématiques de 2006 et ça arrive en 2005. A noter que le 5ème, c'était, le Final 5, si on veut bien, c'était Ric Flair juste avant, qui avait tenté d'éliminer son partenaire Batista en vain. Ensuite, Rey Mysterio se fait éliminer, Edge ensuite. On a le match qui se termine avec Batista et Cena, avec la fin qu'on connaît tous. Les deux vont passer à travers dessus la troisième corde en même temps, ils vont toucher le sol en même temps. Finalement, est-ce qu'on va faire comme en 94 je crois, avec Bret Hart et Lex Luger, voilà, j'avais oublié son nom. C'est-à-dire qu'on va avoir deux vainqueurs différents, enfin deux vainqueurs en même temps pour le Royal Rumble match. Finalement, non. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, en fait, j'avais pas très bien compris pourquoi on avait de temps en temps un arbitre qui levait la main de Cena, ou plusieurs arbitres qui levaient la main de Cena, et d'autres qui levaient la main de Batista pour dire que c'était le vainqueur. Et c'est là que j'ai tilté, en fait. Seulement maintenant, on a des arbitres bleus qui sont de SmackDown, qui lèvent la main de Batista, et d'autres de Raw qui lèvent la main de Cena, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais j'avais pas compris ça à l'époque. Et c'est là que ça rejoint le Raw versus SmackDown. C'est marqué là, je sais pas si vous le verrez. C'est marqué ici, voilà, c'est un petit peu flou, je suis désolé, mais 15 superstars de Raw et 15 superstars de SmackDown. Je l'avais pas compris à l'époque et j'ai enfin compris l'utilité. Voilà, donc au contraire de 2014, j'ai beaucoup aimé la victoire de Batista parce que oui, le match va recommencer sur ordre de Vince McMahon, d'ailleurs qui va se blesser tout seul. Là, dites-moi, en fait, si c'est le cas, est-ce que Vince McMahon s'est vraiment blessé en montant sur le ring? Ouais, je crois qu'il s'est vraiment pété le genou. Comme je vous le rappelle, j'ai pas suivi la WWE à cette époque-là. Donc je crois qu'il est vraiment blessé, redites-le moi en commentaire. Et finalement, on a d'abord Batista qui va foutre Cena à l'extérieur du ring. Cena qui va foutre Batista à l'extérieur du ring. Vince McMahon va intervenir, va faire recommencer le match. Et en moins de 30 secondes, Batista va remporter le match. Et au contraire de 2014, j'adore cette victoire. Il va choisir prochainement, quelques semaines, je crois que c'est la semaine d'après, il va choisir Triple H. Il va le trahir, donc son partenaire de l'évolution. Il y avait déjà eu d'ailleurs quelques tensions plutôt dans le show entre ces deux-là. Et voilà quoi. J'ai mis la note de 9,5 sur 10 car pas à un seul moment je me suis fait chier dans ces 50 minutes de Royal Rumble match. C'est parfait. Et concernant la note finale, j'ai mis du 8,2 sur 10, ce qui est 0,1 point en dessus du Royal Rumble 2014. C'est dingue en fait, les deux victoires avec Batista, ça fait que le Royal Rumble est plutôt bon. C'est bien sûr pas sa victoire qui fait que le show est bon, mais à chaque fois pour moi, donc pour ces deux Royal Rumble match, c'est un très bon vainqueur, voilà. Donc 8,2 sur 10, ça donne une très bonne moyenne, je trouve. Je crois qu'il est dans les 10 premiers sur mes 40 et quelques au moment où j'analyse, donc ça fera 50 avec celui-là. Donc c'est une très bonne moyenne. Dites-moi si vous pensez que ça vaut cette moyenne-là. Et vous êtes en mai ou en juin 2016, donc vous avez déjà la moitié de 2016 qui s'est passé. Pour moi, pas du tout. Donc, vous avez l'occasion de me féliciter. C'est un petit truc que je fais en fin de vidéo. Vous avez l'occasion de me féliciter ou de vous foutre de ma gueule en commentaire. Je vais pronostiquer la Road to WrestleMania. Voilà, ça c'est un petit aparté que je vais faire maintenant. Spécial 50e Over the Results. Je pense que Brock Lesnar gagnera le Royal Rumble match et qu'on aura un Roman Reigns contre Brock Lesnar avec une victoire de Roman Reigns à la clé. Et je dirais même plus. Je dirais que Brock Lesnar va battre le record de Roman Reigns l'année passée quant au nombre d'éliminations et qu'il arrivera même en premier. Pourquoi pas? Ou dans les 3 premiers. N'hésitez pas à vous foutre de ma gueule dans les commentaires si c'est pas du tout ça. Ou me féliciter s'il y a quelque chose qui sont justes. On verra bien. J'espère que c'est faux pour tout vous dire. Sinon, ce serait trop prévisible et je vais être déçu. J'aimerais clairement, moi, à titre personnel, une victoire de Chris Jericho qui me ferait vraiment très plaisir. Une sorte de dernier run. Ou alors même, je sais pas, une victoire d'un petit jeune, quoi. Même si c'est peut-être un petit peu trop tôt, j'en sais rien. Bref, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi ce 50e Over the Results. Prochain objectif, les 100 Over the Results avec pourquoi pas
le Armageddon 2002 en 100e. Encore une fois non pas du tout parce que j'ai tourné une vidéo juste avant, mais je m'excuse pour ma voix, je suis très malade en cette fin d'année 2015. J'espère que 2016 sera mieux pour moi. Donc un grand merci d'avoir suivi cette vidéo et nous on se retrouve donc tout bientôt pour la suite de la chaîne.